C'est un endroit où la nature a mis en scène une rencontre, le lieu de confluence entre d'un côté une rivière, le Lot, de l'autre un fleuve, la Garonne. Un lieu hautement symbolique et à plus d'un titre, car non seulement cette union a donné son nom à ce département, le Lot-et-Garonne, mais elle illustre parfaitement l'importance des cours d'eau, des voies navigables dans l'histoire de ce pays. Aujourd'hui, vous allez découvrir des histoires surprenantes où il sera question de terroir, de racines, mais aussi d'ouverture au monde, du plaisir de la rencontre et de l'échange, cap sur le Lot-et-Garonne. C'est un pays mosaïque qui a hérité de ses voisins, le Périgord, le Quercy, le Gers, les Landes, des terroirs ensoleillés propices à l'agriculture, quadrillés par une concentration exceptionnelle de rivières et de fleuves. Avec plus de 200 km de voies navigables, le Lot-et-Garonne est l'un des départements les mieux dotés de France. Bertrand Solès, écrivain, historien, est non seulement un amoureux de sa région, mais c'est aussi l'un de ses plus fins connaisseurs. Dès qu'on monte sur un bateau, Bertrand, il y a quelque chose qui change. Hein. On voyage, on va ailleurs. C'est une autre dimension de l'espace et du temps. Parce qu'on est dans un rythme plus lent, c'est On ça ? est dans un rythme plus lent. Et puis c'est quand même extrêmement particulier pour les citadins que nous sommes tous peu ou prou devenus. Hein. Lieu charmant, mais lieu aussi qui raconte quand même l'histoire de ce département. La richesse de cette ancienne province romaine est principalement basée sur l'agriculture, qui est due à la fois à la qualité des terres, qui sont bien sûr enrichies par les alluvions de la Garonne, et puis également par un climat quand même exceptionnel. On voit très bien du ciel que la voie navigable que nous empruntons, elle est particulière parce qu'elle est toute droite. Et oui, parce que le canal de Garonne sur lequel nous sommes est une voie rectiligne, œuvre de l'homme, pour bien entendu favoriser encore davantage le transport des richesses agricoles du département. Ce canal a une histoire pour le moins chaotique. Il faisait partie du projet initial de Pierre-Paul Riquet, dont l'objectif était de relier à la demande de Louis XIV la Méditerranée à l'Atlantique. 1661, le canal du Midi, entre Sète et Toulouse, est terminé. Mais faute d'argent, on ne va pas plus loin. Il faudra donc attendre plus de 150 ans pour qu'enfin le canal des deux mers soit achevé. Trop tard. Car en ce milieu du 19e siècle, un concurrent imbattable, le chemin de fer, est en pleine expansion. Échec économique, le canal latéral à la Garonne reste néanmoins une prouesse technique, notamment à l'approche d'Agen. Le voici, le moment tant attendu, le passage sur le pont canal, c'est exceptionnel. Spectacle magique, spectacle rare en France, 2 ponts canal en France, et celui-ci qui est exceptionnel à la fois par la qualité de son architecture, la beauté de ses pierres, et le fait qu'il surplombe quand même Garonne. C'est un sentiment assez particulier, passer avec un bateau sur un pont qui lui-même enjambe un cours d'eau. Imaginons quand même la vision du concepteur et la qualité des ingénieurs qui ont dirigé ces travaux et qui ont amené à la construction de ce pont-canal qui, plus d'un siècle et demi après, continue à fonctionner. Le mot qu'utilisent les spécialistes pour les ponts, on parle d'ouvrage d'art même. Le terme est bien choisi, ouvrage ça dit la main de l'homme. C'est une époque, le 19e siècle, comme la fin du 18e, où tout est beau. Tout est bien construit, tout est bien fait. Il y a eu une bagarre entre compagnons pour savoir quelle compagnie de compagnons poserait la dernière pierre. Nous voici arrivés au port d'Agen. Dès que j'entends le nom de cette ville, je pense inévitablement à un produit, c'est le pruneau. Ça veut dire quoi? Que tous les pruneaux d'Agen viennent d'Agen? Le pruneau, c'est une production locale, pas spécifiquement à Genèse, mais il tire son nom tout simplement d'un fait particulier. C'est qu'au port d'Agen, tous les pruneaux produits dans la région étaient expédiés via les voies d'eau
vers des villes plus importantes et vers pratiquement toute l'Europe à un moment donné. Ça a porté le nom d'Agen à travers le monde quand même, ce produit. Ça a porté le nom d'Agen à travers le monde. Le rugby le porte à travers l'Europe et le pruneau le porte à travers le monde. Je crois que pas grand monde connaît quand même l'histoire de ce pruneau, alors notamment de la prune qui permet de faire le pruneau, la prune dente. Alors, la prune dente a été ramenée de Syrie pendant les premières croisades, c'est-à-dire au début du XIIIe siècle. Implantée ici, où bien entendu le climat exceptionnel de la région a favorisé sa culture, elle a été par hybridation adaptée, dans la région de Villeneuve d'ailleurs, dans un couvent, et ainsi est née la prune dente. À partir du XVIIe siècle, le pruneau d'Agen va connaître un succès phénoménal. Grâce à son aptitude exceptionnelle à la conservation, ses valeurs nutritionnelles, il devient l'aliment favori des marins qui l'utilisent pour lutter contre le scorbut. La Californie, l'Afrique du Sud, l'Australie feront même venir des plants de la région de Villeneuve-sur-Lot pour lancer leur propre production. Aujourd'hui encore, la prune dente est le produit agricole le plus important du Lot-et-Garonne. À partir de mi-août chaque année, c'est l'effervescence dans les exploitations. Et alors, question importante, dans les arbres, ce ne sont pas les pruneaux. Eh non, dans les arbres, c'est les prunes. Les pruneaux, c'est quand ils sont sortis des fours. Donc voilà, et c'est toujours 3 kg de prunes pour 1 kg de pruneaux. Et ça, c'est ce qui se passe après, on va le voir alors. Voilà, tout à fait, on le verra tout à l'heure. Comment on sait qu'elles sont suffisamment mûres pour qu'elles soient récoltées? C'est vachement simple, il suffit de prendre une branche, on secoue, et si ça tombe, c'est que c'est mûr. Donc, C'est carrément la pub ben voilà, pour secouer le prunier. Tout à fait, donc voilà, c'est... C'est bon. Alors, je peux te dire que c'est dommage qu'on ne puisse pas faire passer le goût à la télé parce que déjà la prune comme ça, même sur un marché, c'est difficile à trouver. Hein. Ça fait combien de temps dans la famille qu'on s'intéresse à la prune dente et au pruneau d'Agen? Moi, j'ai toujours vu des pruniers sur cette exploitation, hein, puisque moi, j'ai hérité de mon père, qui a hérité lui-même de son père. Donc, ces générations, on a toujours été pruniculteurs. T'as des souvenirs, gamin, là, dans ces vergers? Ah oui, gamin, disons que la récolte a changé, on ramassait ça à la main. Ah, explique-moi, comment ça marche, là? Alors là, tu as une remorque suiveuse qui réceptionne les prunes. Ça va serrer l'arbre, ça serre et ça vibre. Donc après, c'est très simple, là. C'est un pan incliné où les prunes, elles roulent sur la bâche et elles viennent tomber dans la remorque. Donc c'est génial, en fait, hein. C'est tout automatique. Ben, disons qu'un ensemble comme ça, il faudrait 50 personnes à peu près pour faire le rendement de la journée. Oh là! C'est vraiment la pluie magique, là. C'est pas parce qu'on a un produit du terroir qu'on n'a pas le droit de le moderniser et d'améliorer. Les fruits sont d'excellente qualité. Les fruits, je dirais, ils sont même meilleurs que quand ils tombent au sol. Puisque là, ils sont amortis sur les bâches. Et voilà. Vous pouvez voir, il n'y a pas un fruit qui éclate. Voilà, ils ne sont pas blessés. Donc, Et ça te fait pas mal au cœur de laisser tout ça par terre? ben, ça fait mal au cœur, mais la main-d'œuvre est trop chère pour qu'on puisse ramasser au sol. Hein. Quand il est au sol, il est perdu. Donc aujourd'hui, on est en récolte mécanique chez moi à 100%. Son succès, le pruneau d'Agen le doit bien sûr à la qualité du fruit lui-même, mais plus encore à sa transformation grâce au séchage. La légende raconte que les fameux moines de Clérac auraient découvert l'intérêt de cette technique un peu par hasard après avoir oublié pendant plusieurs jours des paniers de prunes en plein soleil. Séduits par le résultat, ils auraient alors commencé à utiliser leur four à pain. Si aujourd'hui les techniques sont plus modernes, le principe reste le même. Il y a déjà un plaisir des yeux, hein, quand même. Ah oui, c'est magnifique. Et puis là, c'est mûr. Là. Voilà. Et la prochaine étape? Le séchage. Là, tu vois, c'est des fruits qui viennent de passer. Ah oui, là, il fait 60 degrés. La chaleur, on la reçoit. Il fait 60 degrés. Là, ils ont passé 3 heures. On voit déjà le changement de couleur. Ça va passer 24 heures dans les fours. Donc là, toutes les 3 heures, on rentre un chariot. Donc tu vas voir. Alors, un chariot comme ça pèse 900 kg. Donc, c'est pas des trucs de feignants.
Quasiment le poids d'un pack de rugby, non? Ouais, presque. La Voilà. température dedans, combien? Température 55-60 degrés. Donc voilà, et maintenant qu'on a rentré un, il faut en sortir un aussi. Alors là, prépare-toi, 78 degrés là. Alors il faut respirer un bon coup. Là, ça fait chaud. Là, ça fait chaud. Voilà, voilà le produit fini. Regarde, des beaux pruneaux. Regarde cette couleur brillante. Regarde, là, déjà, là. Tu vois, 900 kilos à l'entrée, 300 kilos là. Donc, tu vois, il faudrait que je passe dans le four 24 heures et je reste svelte. Et je te ressemblerai. Et voilà. Regarde, c'est d'excellents fruits. Regarde. Voilà. Oh, que c'est beau. Voilà. Quand on pense à la prune d'Ande qu'on a vue avant, effectivement, la transformation, elle est radicale. Hein. Voilà, c'est rien que du séchage, de la déshydratation. On a enlevé l'eau, du fruit. Ça va se conserver combien de temps? C'est un excellent produit. C'est un produit qui va se conserver. Ça peut se conserver 3-4 ans. Donc voilà, et là, c'est le meilleur pruneau. Le pruneau d'Agen. Voilà. On retrouve la couleur de la chair. Tu retrouves la couleur. Alors, on dit toujours que c'est très bon pour les problèmes de transit, tu confirmes? Ah oui, oui, moi je confirme que ça fait courir vachement vite ça. Bon, bah la tienne alors, Eh ben, à celui qui court le plus vite. Allez, j'ai bien peur que tu me battes. En repartant au fil de l'eau, en direction du temple sur Lot, nous mettons le cap sur un endroit hors du commun. Encore une histoire de croisement, d'hybridation, sauf que cette fois, il s'agit de fleurs et pas n'importe lesquelles. La tour Marliac, créée en 1875, est en effet la plus ancienne pépinière au monde de nénuphars. L'établissement, dirigé aujourd'hui par un Américain désireux de préserver ce patrimoine, possède avec plus de 250 variétés la plus grande collection de la planète. Quelle plante particulière, aquatique. C'est incroyable, hein? Le nénuphar, c'est une plante vraiment exceptionnelle. Et pour moi, c'est une plante très mystérieuse. Déjà, ça date. C'est comme la fougère. C'est une des plus anciennes plantes dans le monde. Ça date de l'époque de dinosaures, le nénuphar. Et puis, il a ce côté, combien de fois dans ta vie est-ce que tu étais au milieu des nénuphars? Je crois que c'est la première fois. C'est une plante qui est forcément isolée. Donc, c'est au milieu d'un plan d'eau. On ne peut pas y accéder. Et donc, d'avoir cette possibilité de les toucher, d'être parmi eux, de les sentir. Est-ce que c'est un parfum? Ça sent très très bon. C'est subtil, mais les nénuphars rustiques, ils ont un parfum très particulier. C'est la première fois que je sens un nénuphar. Quand tu dis subtil, c'est vraiment le mot, mais en même temps beaucoup de présence. Oui. Ça évoque presque un peu le citron, je trouve. C'est un peu les citrons, c'est un peu anisé, c'est un peu épicé. Il y a un peu de savon pour moi dedans. C'est vraiment un parfum très propre. C'est un super moment, hein. Sentir un nénuphar comme ça en étant dans l'eau, moi j'adore. Pour comprendre l'importance de cet endroit, il faut revenir à la fin du 19e siècle, puisque le propriétaire de l'époque, Joseph Bory, la tour Marliac, va révolutionner les nénuphars. Comment? Voilà, à l'époque, il n'y avait pas les nénuphars rustiques colorés, il n'y avait que les nénuphars blancs. Et à l'époque, on est fin 19e siècle, c'était une période on peut dire, d'exploration botanique. Donc les gens, ils sont partis en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, pour retrouver les plantes intéressantes. Et parmi ces plantes intéressantes, il y avait les nénuphars tropicaux, qui sont bien colorés. Donc le rêve de M. Latour Marliac a été de créer, justement, les nénuphars colorés comme les tropicaux, mais qui pourraient pousser dans nos jardins en Europe, en Amérique du Nord. Avec le climat européen. Exact. Et donc ça, c'était un peu son idée, son rêve et son innovation. C'est un inventeur de couleurs, on peut dire. Hein. Absolument. Donc son but était d'introduire la couleur au bassin. Moi, je reste en admiration. La subtilité, quand même, des couleurs qu'il y a, ça part du blanc, ça arrive au rose. Avec les étamines orange intense au milieu, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. 1889, Exposition universelle de Paris. Au pied de la tour Eiffel, la tour Marliac n'est pas peu fière de présenter son inédite collection de nénuphars colorés au grand public. Parmi les admirateurs, un homme se montre particulièrement intéressé. Il demande des conseils et commence même à faire creuser un petit étang à côté de sa maison dans l'Eure. Son nom ? Claude Monet, le père de l'impressionnisme, créateur des fameuses nymphéas, plus de 250 tableaux dédiés à cette fleur inédite.
Le pont sur lequel on est, il évoque bien évidemment le pont japonais de Giverny, son fameux lac. Toute cette histoire, elle n'aurait sans doute pas eu lieu sans la tour Marliac. En étant un des premiers clients d'acheter les nénuphars colorés d'ici et en les plantant de façon qu'il a fait, dans son étang, au naturel, si vous voulez, Monet avait un paysage unique à lui. On sait aussi que Monet a limité l'accès à son jardin d'eau, à sa famille et ses amis proches, comme Pour pas Clemenceau, qu'il y en ait par d'autres qui exemple. viennent peindre, c'est ça? Oui, non, il voulait vraiment garder pour lui et pour son public ce sujet unique à lui. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a fait autant de tableaux et qu'il était tellement passionné par ce sujet. Il fait 35 degrés dans la serre tropicale, on sent qu'on a changé de continent. Oui. Alors c'est quoi là, ce monstre, j'allais dire, magnifique? Ça, c'est le Victoria, le nénuphar géant d'Amazonie, qui pousse ici chaque année dans cette serre en verre dédiée à cette plante. Et alors ce qui est incroyable, c'est que généralement on admire la fleur. Moi je suis en admiration complète devant la feuille. Oui, les feuilles sont incroyables. Et, parfois, les feuilles peuvent atteindre un diamètre de 2 mètres. Non. Donc chaque feuille, oui, c'est vraiment intéressant comme plante. Ces feuilles donnent une impression de force, de puissance. Ça peut prendre plusieurs kilos de poids, ça flotte. Ah ouais, ça très flotte. costaud. Ouais. Et là, l'autre côté de la feuille est aussi très, très intéressant. Là, on taille régulièrement la plante parce que ça pousse à une vitesse dès que ça c'est en cours. Et Wow, il y a des épines. Ah oui, elle est tropicale. Oui, hein. j'aurais dû vous prévenir. Il y a des épines très, très fortes. Ah oui. Donc, il faut faire gaffe. Hein. Fais attention, j'ai compris, il y a les épines. Il y a des épines, oui. Ça, et c'est très efficace contre les prédateurs. Wow, quel spectacle. Attends, montre-moi ça là. C'est un tableau. impressionnant, Là, c'est pas Monet, c'est un tableau que j'ai devant moi. Il y a un moment où la nature est un artiste absolument incroyable pour créer ses formes, ses couleurs. Ouais, c'est vraiment une plante unique. T'as de la fierté, non, d'être ici quand même. Je suis très fier, mais c'est une sensibilité. Donc, là, je dis que je suis le propriétaire du lieu, mais c'est quelque chose. Moi, je suis une personne, parmi une longue lignée de personnes. Ça existe depuis 140 ans, donc on sent qu'on est là de manière un peu provisoire. Tu te sens responsable quand même de cette histoire. C'est une responsabilité, et c'est un honneur d'avoir cette responsabilité. Pour être sûr de me trouver, venez à la Vardac le mercredi, le jour du marché. L'invitation était d'autant plus intrigante qu'elle provenait d'une Américaine qui, sur les réseaux sociaux, est suivie par des fans du monde entier. Et pour cause, Kate est devenue une ambassadrice de la cuisine du Sud-Ouest. Sa recette, l'authenticité. C'est ça qui est le cœur de bœuf. On voit, c'est comme un cœur. Et quand on coupe, il n'a pas de jus dedans, c'est De la chair. la chair. Et c'est ça que je cherche. Ça sent bon. C'est le Céleri. Oui, oui. Ah oui, mais il a bien l'odeur. Ah oui. Ça, on va prendre ça. Et on prend 20 kilos rien qu'en regardant la vitrine quand même, parce que tout donne envie. Saucisses confites, Oui. brochettes de dinde, poulet fermier, Et vous, pâté grand-mère. Donc si je comprends bien, Kate, c'est une cliente régulière. Ah bon, on la connaît, connue et reconnue. Et oui, elle se trompe pas sur ses choix, c'est ça? Non, mais ça pour ça, en général, sur le marché, on la retrouve là où il faut. Quand j'ai arrivé ici, la chose que tout le monde me dit, ici dans le Lot-et-Garonne, on prenait le temps de prendre le temps. On prend le temps de prendre le temps. Elle me dit, C'est joli. d'accord, ok, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire, mais maintenant, je prenez le temps de prendre le temps. L'histoire de Kate, c'est celle d'un coup de foudre. Pour rejoindre sa maison, où elle accueille des stagiaires venus s'initier aux recettes gasconnes, il faut emprunter le chemin de halage le long du canal des Deux Mers. Car l'aventure de Kate en Lot-et-Garonne a commencé par un voyage sur l'eau.
Comment toi, l'américaine, tu t'es retrouvée à vivre dans cette jolie maison avec ce joli pigeonnier? J'ai arrivé par bateau, mon bateau que j'ai acheté en Hollande, à Amsterdam, et j'ai descendu jusqu'ici. Tu as traversé toute l'Europe pour arriver ici? Tout le canal et les rivières. 6 mois de voyage. Oh. Elle est immense, ta péniche. 25 mètres. Faire ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rester? C'est toujours les gens. Parce que les gens ici sont très ouverts. Tous mes voisins, ils ont ouvert les bras, ils ont ouvert les cuisines, ils ont dit viens chez moi, ils ont porté les champignons ici. Et c'est un échange tout de suite avec mon quartier. Bon, je sais pas toi, mais j'ai vu les beaux produits qu'on a achetés tout à l'heure. Je commence à avoir faim, on passe en cuisine. Ah oui, oui. Tu nous prépares quoi? Je vais préparer une petite recette que j'ai prise par le capitaine de bateau qui donnait cette recette à moi un jour. Et il a dit, on prépare sur le péniche quand on est en train de naviguer les longs jours. Et c'est très simple et c'est très bon. Avec les tomates, on fait un torrent des tomates. You ready? Yes, I am. Okay, all right. Explique-nous en fait, du coup, ce que tu fais ici, maintenant que tu t'es installé en Lot-et-Garonne. Je travaille autour de la cuisine. Soit je écris les livres, je pique toutes les bonnes recettes de mes voisines. Et après, j'ai donné les stages de cuisine où je fais les articles. Et alors, les gens qui viennent te voir, ils viennent d'où? C'est des gens du coin ou de l'étranger? Partout. J'ai les étudiants qui viennent de Singapour, Australie, les États-Unis. Le tourin, c'est un plat, on va dire, rural, enfin que dans toutes les fermes, on a l'habitude de manger. Alors, ça signifie que les gens qui viennent, les Américains, ils s'extasient devant cette cuisine de tous les jours pour les gens Oui, parce qu'on n'a d'ici. jamais trouvé ça au restaurant. Ça, c'est le problème maintenant. On ne trouvait ça que dans les maisons. Et si tu n'as pas la chance de vivre ici ou avoir les amis, on ne veut jamais goûter les choses simples. Ah oui. Hâte de voir le résultat. OK, are you ready? Bon. Voilà. Donc, Comment ça marche au fait le tourin? Comment ça se alors consomme? maintenant, vous allez prendre un bout de pain et vous allez le frotter avec Voilà. de l'ail, Prenez un peu de là. comme ça. Tu le poses au fond de ton assiette. Hop là. Après, Ah, je comprends. On verse après, en gros, le tourin Voilà, dessus. et on va verser le tourin dessus. Donc ça va Ah bien oui, s'imprégner. OK. Ce que je comprends derrière tout ça, c'est une certaine façon de vivre, un art de vie. Est-ce que c'est aussi ça, la culture gasconne? Ah, je pense que c'est aussi prendre le temps de partager. Et je crois que ça, autour d'une table, on peut le faire. C'est-à-dire que quand tu t'assois, tu laisses un petit peu tes affaires à côté et puis tu vas manger et tu vas partager en fait le même plat, qui est un plat simple, mais qui est un plat de qualité et qui rassemble les uns et les autres. Et je crois que ça, c'est vachement intéressant. Je comprends que vous avez apporté beaucoup à Kate, mais qu'est-ce qu'elle vous a apporté, elle? Simplement, ne serait-ce déjà que par son regard, peut-être magnifiant des moments qui pourraient vous paraître insignifiants pour vous. Kate, elle m'a permis en fait de me dire que ce que je faisais, je pouvais le partager avec d'autres personnes. Et ça a été extraordinaire. Quand j'écoute Kate, je me dis que finalement, elle est vraiment lot-et-garonnaise maintenant. Ah mais c'est une vraie... ah oui, je suis ici presque la moitié de ma vie maintenant. Je suis toujours américaine aux cultures dans ma tête, mais j'ai décidé de vivre ici comme les gens qui vivent ici. C'est ton paradis, quoi, c'est Ah ça? oui, ah oui, oui. Notre paradis gascon. Voilà, tu vois, je crois que nous, on dit plutôt gascon que lot-et-garonnais. Eh oui. Moi, je propose qu'on porte un toast et qu'on porte un toast à Kate, parce que c'est elle qui nous a réunis aujourd'hui. Merci. Merci, Kate. Hop, chin. On ne pouvait terminer cette émission sans jeter un dernier regard sur le fameux pont canal d'Agen. D'abord,
parce qu'il est d'une grande audace et d'une remarquable élégance. Ensuite, pour ce qu'il symbolise, le voyage, le mouvement, l'échange. L'histoire de ce département est finalement le fruit d'un succulent paradoxe, une culture enracinée dans son terroir qui a toujours su ouvrir la porte aux innovations et aux rencontres.